Les frères Uzumaki forment une alliance. Boruto et Kawaki, les fils du légendaire Naruto Uzumaki, s'allient enfin pour vaincre Jura, le leader des Shinju. Boruto révèle la vérité sur la puissance de Kawaki, limité par le stratège mastermind calme et rusé Amado Sanzu, un personnage qui cache énormément de mystères. J'ai eu la sensation de cesser d'être qui j'étais. J'avais la sensation de mourir. Boruto dévoile enfin la vérité sur l'effroyable Momoshiki Otsuki, disant que sa situation a empiré. Parce que maintenant, si Boruto utilise son Kama, Momoshiki prendra le contrôle de son corps et Boruto cessera d'exister. Le surnom de Momoshiki a été dévoilé. Le souverain du désespoir. Les amis, je vous préviens, ça va être une dinguerie monumentale. Et personne n'est prêt au massacre de Borushiki. Après la fin de Naruto et Sasuke qui ont été scellés, on a perdu un autre personnage emblématique de l'œuvre. Le 5e Kazekage, Gaara du désert. Nous sommes clairement devant la fin d'une ère ninja. Ah oui, d'ailleurs, il y a également le comeback de la plus grande fraude de tout le manga. J'ai nommé Code la fraude, qui après avoir perdu un œil, perd aussi sa main face à Jura. Mais bref, les amis, le chapitre 15 de Boruto To Blue Vortex a été très bon. Je vais lui mettre un 8 à 8,5 sur 10. Mais que s'est-il réellement passé durant le combat entre Gaara, Shinki et Matsuri? Quelle est la réelle puissance de Jura, le chef des Shinju qui a Hagar le code? Qui sera la véritable cible de Ryu, le Shinju de Shinki? Pourquoi Amado limite la puissance de Kawaki? Et enfin, quel est le destin sombre qui attend Boruto à cause de Momoshiki? Ainsi que la future trahison de son propre frère. Vous allez tout savoir dans cette vidéo. L'un des plus gros mystères de Boruto, c'est l'origine du clan Otsuki. Par exemple, est-ce que Momoshiki a des parents? Qui sont ses ancêtres? Quelle est l'origine de Shibai, le dieu Otsuki? Mais peut-être que même vous voulez en apprendre plus sur vos ancêtres. Et les amis, j'ai la solution parfaite pour vous. J'ai nommé MyHeritage, le sponsor de cette vidéo. Le leader du service mondial sur la recherche d'histoire familiale. Et les amis, c'est une dinguerie monumentale. Parce qu'en quelques clics, vous pouvez construire votre arbre généalogique. Et il y a plusieurs outils pour vous aider à faire des découvertes incroyables sur votre famille. C'est comme si vous voyagez dans le temps des siècles en arrière. En fait, MyHeritage, c'est comme le Senrigan d'Eida, qui lui permet de découvrir des événements passés. Il y a 90 millions d'utilisateurs et plus de 20 milliards de documents historiques. Moi perso, j'ai réussi à trouver de la famille éloignée de la génération de mon arrière-grand-père. Et il y a même une photo de son mariage qui date de ouf. Un document officiel sur son voyage aux États-Unis. Et il y a même sa date et lieu de décès. Franchement les gars, on peut tout retrouver. Mais les amis, la plus grande dinguerie, c'est que j'ai trouvé un des journaux qui ont été publiés au 19e siècle aux États-Unis. Ça disait qu'il existait un palais qui portait mon nom de famille. Donc mesdames et messieurs, mettez du respect sur mon nom. Parce que moi aussi j'aurais été Hokage de mon village si j'étais né 2 siècles en arrière. Ah oui, d'ailleurs on peut même colorier, réparer et animer une vieille photo en noir et blanc. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Donc foncez au plus vite dans le lien en description pour profiter de MyHeritage avec un essai gratuit de 14 jours afin de découvrir les secrets enfuis de vos ancêtres. Qui sera pour vous l'ennemi final du manga? Bon visionnage et régalez-vous. La fin de Gaara et le sacrifice de son fils. Père, libérez-nous du sable. Nous voulons combattre à vos côtés. Après la supposée mort de Naruto Uzumaki, Gaara était devenu le Kage le plus puissant des 5 grandes nations. Mais son niveau reste très loin de la puissance des Shinju. Et c'est pour ça qu'après un très court combat contre Matsuri, elle lui inflige une blessure mortelle à l'abdomen. Gaara a décidé de sacrifier pour protéger la nouvelle génération. Il emprisonne Shinki, Araya et Yodo afin de les empêcher de faire quelque chose de stupide qui les conduirait à une mort prématurée. Je suis venu poursuivre Boruto et son allié. En fait, l'objectif de Matsuri à la base, ce n'était pas de récolter une Togedama, c'était de trouver et tuer Kashin Koji, car il est extrêmement dangereux pour les Shinju. Je rappelle quand même que Jura avait décidé de ne pas achever Boruto, car la menace la plus urgente pour eux est Kashin Koji, à cause de toutes les informations qu'il a sur eux. Il connaît la vérité sur les Togedama, ce qui fait donc de lui l'ennemi numéro 1 pour les Shinju, étant donné que ces informations peuvent mener à l'éradication des Shinju. Je ne laisserai pas des jeunes pleins d'avenir mourir dans un lieu pareil, même si je dois y laisser ma vie. Les amis, c'est triste de se dire ça, mais on assiste à la fin d'une ère. Et ce qui est beau, c'est que Sasuke, Naruto et Gaara partagent la même philosophie. Ils ont tous les trois la philosophie qui nous avait été révélée par Asuma, disant que le roi du village qu'il faut protéger à tout prix.
Ce n'est pas l'Hokage, mais la future génération. Même si, bon, Sasuke se sacrifie pour le surpuissant Boruto, mais Gaara se sacrifie pour Araya et Yodo. Non les amis, heureusement qu'il y a Shinki pour remonter le niveau. Parce que bon, si Gaara s'était sacrifié juste pour Araya et Yodo, ça aurait été le sacrifice le plus frauduleux de la décennie. Mais bref, en tout cas c'est beau de voir l'ancienne génération se sacrifier pour passer le flambeau à la nouvelle. Comme l'ont fait Jiraiya Sensei ou Sarutobi Hiruzen dans Naruto. Par contre, il y a un détail que beaucoup n'ont pas remarqué. Gaara affronte Matsuri dans le repère d'Orochimaru, qui se trouve dans le pays du vent, là où se trouve le village de Suna. Et en fait, comme je vous l'avais expliqué, Boruto et Kashin-Koji se cachaient dans ce repère. On nous a pas montré ce qui s'est passé avant que Gaara soit gravement blessé. Mais on peut imaginer le scénario. À la base, Kashin-Koji avait utilisé un Kenjutsu puissant, afin que leur cachette ne soit pas détectée. Mais Matsuri, avec toute sa puissance, a pu le briser très facilement. Et c'est là que Gaara est passé à l'action. Car lui aussi, il pourchassait Boruto depuis des années. Et il voulait lui-même le tuer de ses propres mains. Parce qu'il s'agit de l'assassin de son ami Naruto. Mais Kashin-Koji a eu le temps de s'enfuir. Et donc, Gaara s'est retrouvé devant Matsuri. Un intrus qu'il fallait éliminer. Même skin, il s'est fait éclater. D'ailleurs, on voit que Matsuri n'a aucune égratignure, montrant qu'il y a clairement un niveau abyssal entre eux. Je vous confie l'avenir de Suna. Naruto Shippuden avait commencé avec la défaite de Gaara contre l'Akatsuki. Et là, dans ce premier arc de Boruto to Blue Vortex, Gaara se fait battre par les Shinju. Mais cette fois-ci, un ninja courageux va passer à l'action. Shinki se libère de l'emprisonnement de Gaara. Jitetsu, Ryufusho, scellement des grains de magnétite. Shinki scelle Gaara. Et on a un très beau parallèle entre Naruto et Gaara qui ont un destin similaire. Ils ont tous les deux adopté un enfant prodige qui souffrait de solitude. Mais ils ont fini tous les deux scellés contre leur volonté par leur fils adoptif qui leur a désobéi. Mais ils ont tous les deux fait ça pour les protéger. Père, l'avenir de Suna a encore besoin de vous. Shinki se fait dévorer par un mini Jubi et finit transformé en arbre. Ne vous occupez pas de moi. Fuyez. Prévenez oncle Kankuro. Telles ont été les dernières paroles du courageux ninja de Suna. Et ce qui est incroyable, c'est que même en étant inconscient, Shinki garde son jutsu de scellement actif afin de protéger son père et le maintenir en vie. Les amis, énorme respect à Shinki et sa performance XXL dans ce chapitre. Même Matsuri avec toute sa puissance n'arrive pas à détruire le bouclier de Shinki. Et ça montre à quel point sa technique et son pouvoir de limaille de fer est surpuissant. Je rappelle qu'il s'agit d'une technique du 3e Kazekage, connue comme la technique la plus effroyable de l'histoire de Suna. Et toute cette scène nous montre l'évolution de Shinki, parce qu'auparavant il respectait toujours les ordres de son père, malgré qu'il ne soit pas en accord avec. Comme lorsque les Otsutsuki ont attaqué durant l'examen Chunin, Gaara lui avait interdit de les combattre, ce qui avait déçu Shinki, mais il avait quand même obéi à son père. Par contre, il avait vu ensuite que Boruto était allé lui-même affronter Momoshiki, et durant la mission qu'il avait eue avec Boruto, au fil du temps, Boruto a déteint sur lui, et Shinki a compris que parfois, pour faire le bon choix, il faut croire en soi et pas se soumettre aux ordres des autres, même s'il s'agit de son propre père. Il faut tout faire pour les protéger, mais il faut aussi avoir l'audace et le courage de tracer son propre chemin, en assumant ses choix. S'il faisait partie des nôtres, ce serait amusant. Matsuri respecte l'acte héroïque de Shinki, et c'est là qu'on arrive à un élément très important. En fait, si vous avez bien remarqué, ce n'est pas toutes les personnes transformées en arbres qui sont devenues des Shinju. Par exemple, le ninja random de Konoha qui avait protégé Sarada. Celui-là n'avait pas généré de Shinju, tandis que Moegi a donné naissance à Matsuri. Donc ça montre qu'il y a d'autres conditions. Se faire dévorer par un mini Jubi n'est que la première condition. Et d'après les paroles de Matsuri vis-à-vis de Shinki, j'ai pensé à deux conditions. La première, c'est le niveau de puissance ou le chakra de la personne. Mais lorsqu'on voit que Bug a donné naissance à Mamushi, ça peut invalider cette possibilité. Et du coup, c'est là qu'on arrive à la deuxième hypothèse. C'est qu'au moment où la personne est dévorée, il faut que la personne ait un lien émotionnel puissant avec un être cher. Comme Sasuke qui s'est sacrifié pour sauver Boruto, car sa fille Sarada lui avait demandé. Ou encore Shinki qui s'est sacrifié pour protéger son père. Et la suite du processus, c'est qu'un Shinju va récupérer l'âme épine de la personne. Et enfin, ça va donner naissance à un nouveau Shinju une fois qu'ils sont revenus dans leur dimension. Gaara qui est à l'agonie survit encore, mais on ne peut pas le sauver. Seul Shinki peut le libérer. Kankuro souhaite d'abord que Shinki soit libéré et retrouve son apparence d'origine. Et ensuite, il pourra sauver Gaara, car personne d'autre ne peut briser son scellement. En fait, faut le dire, les auteurs de Boruto ont trouvé un moyen de mettre de côté les personnages de Naruto, mais passant par un autre moyen que la mort. Et leur idée, c'est que ça passe par le scellement. C'est le cas de Naruto, Hinata, Sasuke et maintenant Gaara. Mais bon, le concernant, il suffit de vaincre Ryu. Mais bref, tant que Ryu ne
sera pas vaincu. Gaara ne pourra pas être libéré. Shikamaru pose une question pertinente à Kankuro. En fait, il anticipe le fait que Shinki va engendrer un Shinju qui va s'attaquer à Suna. Et comme lorsqu'Hidari s'est infiltré à Konoha, l'équipe sensorielle a détecté qu'il avait le même chakra que Sasuke. Donc si Ryu se pointe à Suna, ils penseront qu'il s'agit de Shinki. Mais Kankuro lui dit que pour l'instant, il n'y a rien à signaler. Ne dis rien à Temari, je ne veux pas l'inquiéter. Shikamaru accepte la requête de Kankuro. Mais moi perso, j'espère qu'il ne tiendra pas sa promesse. Parce que Temari pourrait jouer un rôle important. Surtout quand on parle de son propre frère et de son neveu qui sont en danger de mort. Sinon, j'ai bien aimé leur conversation. Parce qu'on sent la tension et l'inquiétude de chaque côté monter. Parce qu'encore une fois, actuellement Gaara était le Kage le plus puissant des 5 grandes nations. Et donc le plus fort des Kage vient d'être battu très facilement. C'est donc la crise pour l'alliance ninja. Surtout qu'on apprend que Kankuro et Shikamaru ne se sont pas parlé depuis longtemps. Et donc, ça peut vouloir dire que tous les autres villages sont en froid avec Konoha. Car ils sont en colère que Naruto s'est fait assassiner. Et que son meurtrier n'a toujours pas été capturé au bout de 3 ans. Gaara, considérant Naruto comme un de ses meilleurs amis, a dû être très en colère. Notre situation actuelle n'est pas exemplaire. Ni pour le pays du feu, ni pour les autres villages. Les deux ancêtres nous avaient prévenus. La position de Konoha et ses relations diplomatiques se sont énormément détériorées depuis la supposée mort de Naruto. Et tout ça montre l'impact énorme de Naruto dans le monde shinobi. Le seul ninja de l'histoire à avoir réussi à amener une paix durable entre les 5 grandes nations. Si Boruto vous contacte, prévenez-moi. On a besoin d'informations. Shikamaru demande à Sarada et Sumire de le tenir au courant au cas où Boruto se montre à nouveau. Et les amis, la prochaine rencontre entre Sarada et Boruto va être très intéressante. Parce que Sarada s'est opposé à Kawaki durant toutes ces années et a voulu exposer sa supercherie à plusieurs reprises. Il y avait de la tension entre eux à chaque fois qu'ils se voyaient. N'oubliez pas que dans un futur, Kawaki aurait tué Sarada. Et Boruto le sait. Mais malgré ça, il souhaite s'allier avec lui. Et lorsque Sarada va apprendre ça, ça va créer une totale incompréhension chez elle. Et c'est là que la relation entre elle et Boruto va devenir encore plus intéressante. Je pense pas qu'elle ira contre sa volonté, mais elle avertira qu'il s'agit d'un mauvais choix qu'il regrettera plus tard. Et Sarada n'a pas tort parce que Kawaki va trahir Boruto à nouveau et tentera de le tuer. Mais bref, il y a une chose que beaucoup d'entre vous n'ont pas compris. Shikamaru a livré un double message. Parce qu'on voit le crapaud de Kashin-Koji écouter toute la conversation. Et Shikamaru en est conscient. Donc lorsqu'il dit à Sarada et Sumire qu'il faut qu'il parle à Boruto, en réalité c'est un double message aussi destiné à Kashin-Koji, afin que ce dernier le transmette à Boruto. Et tout ça montre à quel point Shikamaru a des coups d'avance. Et se montre très prudent. Parce qu'il sait qu'Eida peut tout observer et peut l'espionner à tout moment. Sinon Kashin-Koji de son côté est obligé de trouver un nouveau repère pour se cacher. Même si je sens que lui aussi va pas tarder à passer à l'action. Mais le problème c'est que s'il se retrouve devant Amado, il pourra utiliser sa phrase secrète pour mettre Kashin-Koji hors d'état de nuire. Code la fraude perd sa main découpée par Jura. C'est moi qui ai trouvé ton nom. C'est l'information la plus nécessaire pour établir ton identité. Ryu le Shinju de Shinki est né. C'est un des Shinju les plus stylés. Même si ça me tue parce qu'il a la coupe à Mbappé. Ah oui d'ailleurs, Ryu appelle le chef des Shinju Jura Senpai parce qu'il respecte son aîné. À l'image de Shinki qui était très respectueux envers Gaara. Ça confirme encore une fois que les Shinju ont une partie de la personnalité de leur origine. Ryu détecte une personne qui se cache dans leur dimension. Il y a un œil qui les observe. Mais pas d'inquiétude, il ne s'agit que de Code la fraude, qui va se faire capturer très facilement. Non mais les amis, c'est vraiment le clown du manga. Le mec est juste là pour nous divertir. Qui est ce type? Jura demande à Ryu de relâcher Code. Et pour une fois, quelqu'un va la respecter. Jura va dire que c'est grâce à Code qu'ils ont acquis une intelligence. C'est lui leur créateur et Jura lui est redevable. Mais c'est là que la tension va commencer à monter. Parce que Code va lui dire de faire son travail de dévorer Notsuki. Pour qu'ensuite il pourra dévorer son fruit de chakra afin de devenir un nouvel Otsuki succédant à la volonté d'Ishiki. Mais Jura lui dit qu'il a d'autres priorités. Il faut d'abord que chacun dévore sa cible. Mais leur cible est un être humain normal et non un Otsuki. Ce qui va énerver Code. Mais le pire, c'est que Jura lui propose d'aller tuer Boruto. Car ce dernier souhaite sa mort. Et du coup que Kawaki suffira comme nourriture pour engendrer un arbre divin. Qui va aspirer tout le chakra de la terre et engendrer le fruit de chakra. Mais c'est là que les choses vont mal tourner entre Code et Jura. Le fruit de chakra. Une très haute densité d'énergie contenant les informations génétiques de toutes les formes de vie de cette planète. Je me demande ce qui arriverait si c'est nous qui le mangions. Et en fait, si on y réfléchit bien, ce dont Jura parle est un cas inédit. On n'a jamais vu un Jubi bouffer un fruit de chakra. Tout simplement parce que de base, c'est le Jubi qui génère le fruit de chakra. Après qu'il se soit transformé en arbre divin. Et donc, c'est impossible pour Jubi de dévorer un
fruit de chakra. Parce qu'une fois le fruit de chakra engendré, ce n'est plus une bête mais un simple arbre divin. Par contre, sous cette forme, sous la forme de Shinju humain, ces derniers pourraient dévorer le fruit de chakra. Et moi aussi je me demande ce qui arrivera. Mais les amis, on en parle une autre fois. Sinon Code, cet abruti, pensait vraiment qu'il avait toujours une autorité sur les Shinju. Il les traite comme des outils, comme il traitait son armée de mini-jubi. Mais maintenant, ils ne suivent plus ses ordres. Les rôles se sont inversés. C'est eux qui lui donnent des ordres et n'hésitent pas à le provoquer. Tu es en train de dire que tu t'opposes à moi. Je crois que tu as besoin d'avoir mal pour comprendre. Code passe à l'action et attaque Jura avec ses griffes. Il va l'atteindre très facilement parce que Jura et tous les autres Shinju ont des vêtements qui contiennent des marques de griffes de Code. Donc il peut se déplacer à travers comme il le souhaite. Et du coup, en théorie, on pourrait se dire que Code serait leur counter et que ça lui donnerait un avantage considérable. Mais malheureusement, ça ne sera pas le cas. Jura balance une mini Bijudama ultra rapidement. Il tranche alors la main de Code qui va hurler de douleur. Et on a devant nous une scène d'horreur qui montre la puissance et la terreur du chef des Shinju. Je te suis reconnaissant, Code. C'est toi qui nous a offert la liberté de penser. Mais je pense que ta vie manque un peu de stimulation. Je vais donc te donner une tâche. Retrouve Boruto et son allié et tue-les. En échange, je te donnerai le fruit de chakra. Jura manque totalement de respect à Code, lui faisant comprendre que sa vie est pourrie. Et ils passent ensemble à marcher. Tuer Boruto et Kashinkoji contre le fruit de chakra de la terre. Par contre les amis, encore une fois ça montre que Code c'est une fraude. Parce que tout au long du chapitre, que ce soit ses actions et ses discours, il a eu une performance calamiteuse. Mais les amis, le plus drôle c'est que après que Code ait enlevé ses limiteurs, il avait dit « C'est bon d'avoir la sensation que personne ne peut me vaincre. C'est à mourir de rire. J'ai rarement vu une fraude pareille. » Une minute après, il se fait éclater par Daimon. Il perd son œil contre Sasuke, qui est censé être beaucoup plus faible que lui. Boruto essuie ses chaussures sur sa face. Il se fait one-shot par le Zuiko. Et maintenant, il perd une main contre sa propre création qui se moque de lui. Et va lui donner des ordres. C'est un truc de ouf. D'ailleurs, Kishimoto voulait que cette fraude meure dans la partie 1. Mais c'est Ikimoto qui a insisté pour le garder. Donc j'espère qu'on n'a pas vu tout son potentiel. Et qu'il lui réserve des choses à l'avenir. En fait, Code est utilisé par le scénario pour avoir une sorte de power scaling. C'est-à-dire pour situer le niveau de puissance d'un perso. Parce que nous, on sait que Code est plus puissant que Jigen. Donc si un personnage arrive à battre Code, comme Daimon ou Jura qui l'a humilié, on sait directement que ces personnages-là sont encore plus puissants que Jigen. Et ce qui fait d'eux des menaces extrêmement dangereuses. Même si je le répète, on parle du niveau de puissance de Jigen et pas d'Ishiki. J'ignore pourquoi, mais quand je te vois si pitoyable, ça me soulage. Mamouchi est content de voir Code souffrir. Et c'est parce que son origine, Bug, était rancunier envers lui. Ce qui montre encore une fois le lien émotionnel entre un Shinju et son alter ego. Et pour ceux qui l'auraient oublié, Bug n'avait rien demandé mais Code l'impliquait tout le temps dans ses plans. Jusqu'à qu'il finisse mesquine, dévoré par un mini-jubi sans rien pouvoir faire. Je vais les tuer. Boruto et son allié par la même occasion. C'est un contrat. Ne l'oublie pas. Le fruit de chakra, vous devez me le donner. Code est encore une fois totalement con. Parce que le mec s'est fait défoncer par Boruto. Il s'est fait one shot. Mais là le mec il dit que peut-être va battre Boruto et Kashinkoji. Non les amis, on marche en plein délire. Il faut que ce mec se fasse soigner. Même si sérieusement, je pense que Code pourrait assassiner Kashinkoji par surprise pour venger Ishiki. Parce que Kashinkoji est quand même la personne qui a tué Jigen. Et qui a forcé Ishiki à se ressusciter dans un mauvais réceptacle. J'ai hâte de voir où te mènera ton destin. Jura se moque de Code. Et les amis, petite parenthèse sur cet antagoniste qui a déjà un palmarès XXL. Il a one-shot Boruto et Kawaki, transpercé Inojin et Sarada. Il a éclaté Imawari mode Kyuubi en 1 contre 1. Et là, il a tranché la main de Code et l'a humilié en place publique. Et tout ça, les mains dans les poches, sans aucun respect. Jura montre de plus en plus à quel point il est dangereux. Et cet antagoniste en impose. Ah oui, par contre, regardez la tête de Jura. Les amis, quand je vous dis que parfois, son chara design est éclaté. Non, parce que là, c'est pire que celle deuxième forme. D'ailleurs, en parlant de DBZ, Code a failli se faire tuer par sa propre création. À l'instar du Dr Gero qui s'est fait tuer par ses 17. Priez si vous le voulez. Mais celui qui rira le dernier, ce sera moi. Code quitte la dimension des Shinju et part à la recherche de Boruto et Kashinkoji. Par contre, même si c'est une fraude, moi perso, je pense qu'il peut faire un hold-up. Une action qui va tout changer. Comme la destruction de Konoha ou dévorer un fruit de chakra. En tout cas, avec Code, il n'y aura pas de juste milieu. Ça sera soit un
hold-up, soit il restera frauduleux jusqu'à sa mort mesquine. Ah oui, sinon je sais pas si vous l'avez remarqué, mais la dernière fois qu'il fallait espionner quelqu'un, Code avait mis une oreille sur Shikamaru. Par contre là, il a mis son œil, ce qui veut dire qu'il y a peut-être quelque chose de secret dans la dimension des Shinju qu'il a observé. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que Code pourrait aussi s'allier avec Kawaki et Boruto. On aurait donc les trois personnes qui ont un Kama qui vont affronter Jura. Par contre, ce qui est drôle, c'est que Code a perdu son œil et sa main. Il se rapproche de Sasuke qui avait perdu un œil et un bras. Quel type désagréable. Est-ce que je peux le tuer la prochaine fois que je le vois? Ryu demande la permission à Jura s'il pouvait tuer Code. Son chef lui dit qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Et c'est une bonne réponse parce que de base, Jubi a toujours été utilisé comme un outil et donc n'a jamais eu de liberté. Du coup, maintenant qu'il a enfin senti ce qu'était la liberté, ça serait contradictoire de lui imposer des règles. Mais Jura lui dit de ne pas se focaliser sur Code, mais de suivre son instinct pour trouver sa véritable cible. Mon choix est le 5e Kazekage, Gaara du désert. Et les amis, je vous avais prédit que sa cible sera forcément Gaara, au vu du lien fort qu'il y a entre lui et Shinki. Et on a aussi l'information que Ryu peut annuler le scellement de Gaara pour le dévorer. Donc on aura un combat entre Ryu et Gaara avec une implication de la nouvelle génération. Mais bref, là il est temps de passer au vif du sujet. Boruto dévoile la terrible vérité sur Momoshiki. Qu'as-tu en tête, Boruto? Pourquoi tu ne dévoiles pas la vérité aux habitants de Konoha? Boruto se trouve sur le visage sculpté de Naruto au monument des Hokage. Et Kawaki va le rejoindre pour discuter. Mais cette fois-ci, il ne l'attaque pas. Déjà, il a conscience de la différence de niveau actuel entre lui et Boruto. Mais c'est surtout parce qu'il se questionne sur les agissements de son frère. Et là, on va avoir une discussion très intéressante avec plusieurs révélations. Que ce soit sur Momoshiki ou la puissance de Kawaki. Mais encore une fois, Boruto et Kawaki se retrouvent dans leur place favorite. Que ce soit lorsqu'ils se sont seuls ou lorsqu'ils se rencontrent pour discuter. À chaque fois, le lieu du rendez-vous, c'est le visage sculpté de Naruto sur le monument des Hokage. Et ça montre l'impact énorme qu'a Naruto sur eux. Et à quel point ils aiment leur père et il leur manque énormément. Et nous aussi, le légendaire Naruto Uzumaki nous manque. Mais je vous le dis, son retour sera historique. Bref, Kawaki dit à Boruto qu'Eida observe sûrement leur conversation et lui demande pourquoi il ne dévoile pas la vérité à Konoha sur leur échange de position. Quelle que soit la vérité, certains y adhéreront et d'autres en douteront. Cela engendrera division et confusion. En fait, Boruto souhaite éviter un nouveau conflit interne dans le village. Et son objectif n'a jamais été de reprendre sa place, mais de sauver la terre de toute menace. Et ensuite reformer la famille Uzumaki. Et Boruto va flex en disant qu'il a acquis une puissance phénoménale. Donc, il n'a rien à craindre. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais Boruto est l'ennemi numéro 1 sur Terre, recherché par les 5 grandes nations. Mais là, il est tranquille, pépère, assis sur le monument du village qui souhaite son élimination. Les amis, c'est une dinguerie. Et Boruto dit qu'il a acquis toute cette puissance grâce à son maître Sasuke. Même si bien sûr Kashinkoji a aussi contribué. Et là, pour la première fois depuis longtemps, Kawaki sera à l'écoute de Boruto. Il ne le voit plus juste comme un Otsuki qui doit être éliminé, mais comme son frère qu'il chérissait autrefois. Par contre, c'est là qu'il pose la question fatidique. Qu'est devenue cette vermine de Momoshiki? Cette histoire n'est pas résolue, pas vrai? De ce que je vois, tu ne contrôles pas ton Kama. Et là, je vous le dis, il faut se délecter de chaque phrase de Boruto. Il faut dévorer chacune de ces phrases, parce que ça implique les événements futurs et le chaos qui arrivera dans la suite de l'histoire. Il y a environ 2 ans, lorsque j'ai affronté Code avec mon maître, j'ai utilisé mon Kama pour la première fois depuis que j'ai quitté le village. Mais à ce moment-là, j'ai eu la sensation que Momoshiki est en train d'avoir la main mise sur moi. J'avais la sensation de cesser d'être qui j'étais, et ma conscience était en train de mourir. Depuis ce jour, je n'ai plus utilisé le Kama. Les amis, c'est une dinguerie monumentale. Et ce n'est même pas fini, parce qu'en fait, on comprend enfin la suite du flashback qu'on avait eu. Boruto n'a pas abandonné Sasuke. Il avait plutôt décidé d'utiliser son Kama pour le sauver. Mais dès qu'il l'a activé, il avait senti que Momoshiki allait prendre le contrôle de son corps. Et donc, il a décidé de s'éloigner pour ne pas empirer la situation. Et depuis, Boruto a peur d'utiliser son Kama. Et ne l'a plus utilisé pendant 2 ans. Jusqu'à que Kawaki le force à l'activer à cause de la connexion qu'il y a entre eux. D'ailleurs, je sens qu'à l'avenir, ça sera à cause de Kawaki que Momoshiki apparaîtra. Il va forcer Boruto à activer son Kama. Et c'est là que le chaos commencera. Mais on en parle une autre fois. D'ailleurs les amis, petite parenthèse très rapide. Si en ce moment vous êtes en train de vous régaler devant cette vidéo, pour ceux qui peuvent, prenez le temps de cliquer sur le bouton rejoindre. Avec seulement 5 ou 10 euros, vous serez Genin ou Chunin. Vous aurez plusieurs avantages et ça me soutient énormément. À 25 euros Jonin, vous choisissez une idée. À 50 euros Sanin, vous choisissez une théorie. Et enfin 100 euros les Hokage, on discute ensemble sur Discord de votre théorie. On la met
l'améliore et je fais une vidéo là-dessus. Les amis, rien que cette vidéo fait plus de 30 minutes. Donc j'ai des dizaines et des dizaines d'heures de montage. Donc j'espère qu'il y aura certains d'entre vous qui vont me soutenir. Merci d'avance. Maintenant on passe à la suite. Je n'ai pas vu Momoshiki depuis 3 ans. Mais il est possible que l'activation du Kama provoque son apparition. En fait, à l'époque, pour que Momoshiki apparaisse, il fallait que Boruto soit très mal au point, ou quasiment à court de chakra comme c'était le cas contre Boro ou contre Ishiki. Mais là la situation s'est aggravée. Il suffit qu'il active le Kama et Momoshiki prend le dessus. Franchement c'est très chaud. Et ça craint pour la suite. Il n'y a rien de bon qui attend Boruto dans les prochains arcs. Et écoutez bien ce que je vais vous expliquer, c'est très important. En fait faut se dire que le cas de Boruto est inédit. Habituellement quand un Utsuki pose le Kama sur une personne qui est apte à devenir un réceptacle, il y a deux options. La première, les données de l'Otsuki contenues dans le Kama vont écraser celles du réceptacle. Et lorsque ça arrive à 100%, le réceptacle meurt et l'Otsuki renaît entièrement. C'est le cas basique qui arrive généralement. C'est comme ça que les Otsuki ressuscitent continuellement et transcendent la mort. Mais il y a une deuxième option. Et c'est un cas vraiment à part. C'est si un Otsuki a posé plusieurs Kama sur plusieurs réceptacles différents. Tout comme Ishiki qui avait Jigen et Kawaki. C'était ces deux réceptacles. Et dans ce cas-là, si l'Otsuki renaît sur un des réceptacles, tous les autres réceptacles perdent leur Kama. Et du coup, le réceptacle reste en vie, vu que son Kama a disparu. Et c'est ce qu'on a eu avec Kawaki qui avait perdu le Kama. Car Kashin Koji avait forcé Ishiki à ressusciter en un autre réceptacle en la personne de Jigen. Par contre, Boruto ne correspond ni à l'option 1 ni à l'option 2. Il s'agit d'un troisième cas qui est un cas inédit, qui n'est jamais arrivé à notre connaissance. C'est-à-dire que Boruto est devenu un Otsuki à 100%. Mais ce dernier n'est pas mort. Et Momoshiki n'a pas ressuscité entièrement. Et c'est parce que Boruto était mort après avoir été transpercé par Kawaki. Et pour survivre, Momoshiki a dû ressusciter Boruto. Et donc a utilisé ses données de son Kama non dégelées pour créer des cellules que Boruto avait perdues. En fait, de base en Boruto, il y avait 82% des données de Momoshiki qui avaient déjà écrasé ces cellules. Il restait donc que 18% pour que Momoshiki renaisse. Mais ce dernier les a utilisés pour ressusciter Boruto. Et donc Momoshiki ne pourra jamais renaître à 100%. Et il doit cohabiter éternellement avec Boruto. Et donc dans notre cas inédit, Boruto est un Otsuki à 100%. Mais contrairement à Kawaki, il a toujours la présence de l'Otsuki en lui. Et pour comprendre le plan diabolique de Momoshiki, il faut se replonger dans le chapitre 72. Tu vas tout perdre. Tu sombreras dans un grand désespoir. Tu perdras même ta volonté de vivre. Et pour finir, je prendrai ta place. Je succéderai à la vie de Boruto Uzumaki. Tu resteras silencieux, confiné dans un coin d'esprit pour l'éternité. Ma résurrection n'est plus un problème. Je monopoliserai ton corps. Cela reviendra au même. En fait, Momoshiki reste une très grande menace. Et actuellement, son objectif, c'est de s'emparer du corps de Boruto. C'est-à-dire que l'état Borushiki soit permanent. Mais à la fin de la partie 1, le futur qu'a vu Momoshiki ne s'est pas réalisé. Car Boruto n'a pas déprimé comme prévu. Grâce à la présence d'alliés comme Sasuke, ça lui a permis de garder espoir et consolider son mindset. C'était l'opportunité parfaite pour le faire désespérer et lui faire perdre sa volonté de vivre. Je n'aime pas vers où ça se dirige. Momoshiki n'avait pas pu réaliser son objectif comme prévu. Mais les amis, ceux qui veulent une tournure sombre, soyez rassurés, parce que Momoshiki pendant 3 ans n'est pas apparu. Car il prépare un plan machiavélique pour reprendre le contrôle total du corps de Boruto. Et c'est pour ça que l'auteur nous le cache depuis le début de Two Blue Vortex. Mais je vous préviens, la prochaine apparition de Momoshiki sera historique. Et on en parle dans la prochaine vidéo qui devrait sortir la semaine prochaine. Donc éclatez ce foutu bouton d'abonnement et n'oubliez pas d'activer la cloche. J'ai besoin de ta puissance. Je ne pourrai rien contre Jura tout seul. Boruto demande de l'aide à Kawaki. Et il nous confirme que Jura est d'un niveau au-dessus. Mais les amis, rendez-vous compte que Boruto sans Kama en mode de base surpasse déjà le niveau de Jigen, vu qu'il a one-shot Code qui est plus puissant que Jigen. Donc imaginez la puissance de Borushiki. Ça va être une dinguerie monumentale. Ça sera probablement l'être le plus puissant sur Terre et de très loin. N'esquive pas le sujet. On n'a pas encore fini de parler de Momoshiki. Kawaki reste obsédé par son objectif d'éliminer Momoshiki. Mais Boruto lui dit que la priorité est de vaincre les Shinju humains. Et ce qui est triste, c'est la suite. Quand ils auront disparu. Si je perds le contrôle, ce jour-là, n'hésite pas à me tuer. Boruto a l'air d'avoir accepté sa mort et son destin funeste. Il sait que sa finalité sera probablement de se faire tuer pour éliminer la menace de Momoshiki. D'ailleurs, il le laisse sous-entendre à plusieurs reprises. Ce serait pas mal de mourir à Konoha, mais pas aujourd'hui. Je devrais peut-être disparaître pour le bien de ce monde. Mais il y a encore un tas de choses que je dois régler. Et du coup, ce qui est triste dans les paroles de Boruto, c'est qu'en fait, il ne veut
pas que Kawaki devienne plus puissant juste pour vaincre les Shinju, mais aussi pour que Kawaki ait la puissance nécessaire de le tuer, si jamais Momoshiki prend le contrôle de son corps. Et justement, il est temps de parler de la nouvelle puissance cachée de Kawaki. Boruto fusionne sa puissance avec son frère Kawaki et le plan caché d'Amado. Tu dois devenir plus fort. Tu es le disciple de mon père. Boruto dit à Kawaki que l'idéal aurait été de libérer Naruto, afin qu'il l'entraîne et l'aide à devenir bien plus puissant. Mais malheureusement, c'est trop tard. Ils n'ont plus de temps à perdre. Kawaki doit trouver une autre solution. Et Boruto va lui révéler ce qu'a vu Kashin Koji dans le futur avec son Shinjutsu. Dans le futur, Kawaki va découvrir le moyen de devenir plus fort. Et Boruto va le lui dire à l'avance pour gagner du temps. Interroge Amado. Il dissimule ta puissance. Les amis, comme prévu, le power-up de Kawaki viendra d'Amado. Ok, Kawaki ne s'est pas entraîné en tant que ninja durant ces 3 années, mais il s'est entraîné pour maîtriser son Kama et sa puissance d'Otsuki. Par contre, tout comme Code, Amado lui a mis des limiteurs qui l'empêchent d'atteindre son niveau maximal. Et Kawaki, son limiteur, sera sûrement du niveau d'Ishiki à son prime. Je le rappelle, Ishiki s'est fait tuer parce qu'il avait une limite de temps. Mais comme l'avait dit Amado, si Ishiki avait reposé son Kama sur Kawaki, une fois ressuscité, il aurait été inarrêtable. Et ça sera à ce niveau que Kawaki atteindra, voire surpassera dans le futur. Et comme je l'ai dit dans ma review du chapitre 13, Kawaki étant un membre interne de Kara modifié par Amado, il pourrait lui aussi avoir une partie de l'ADN de Shibai, le dieu Otsuki. Ce qui lui permettrait donc de débloquer un nouveau Shinjutsu. Un pouvoir divin comme l'omnipotence d'Eida ou le Jippo de Kashin Koji. Et tout ça donnera naissance au Kawaki qu'on voit dans le flash futur de l'épisode 1. L'homme qu'on surnommera l'apôtre de la destruction. Boruto, comment a-t-il eu cette information? Amado observe leur conversation. En réalité, il a trafiqué le corps de Kawaki, exactement comme il a fait avec Delta pour pouvoir observer tout ce qui se passe à travers les yeux de Kawaki. Et Kawaki le pauvre est toujours traité comme un outil. C'était par Kara et Ishiki, et maintenant par Amado. Sans oublier les Shinju, Code et Momoshiki qui veulent l'utiliser pour faire pousser un arbre divin. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'Amado avait aussi espionné Kawaki lorsqu'il a détruit le crapaud de Kashin Koji. Il conclut donc que Koji est peut-être en vie. Quel est son but? Que pourrait-il faire aujourd'hui? Amado, pour la première fois, n'a pas toutes les pièces du puzzle. Il ignore que Kashin Koji a éveillé un Shinjutsu. Donc pour la première fois, Kashin Koji peut prendre l'avantage. Surtout que grâce à son pouvoir, parmi tous les futurs possibles, il a dû voir quel était l'objectif secret d'Amado. Si on y réfléchit bien, depuis quand Amado observe tous les faits et gestes de Kawaki? Les amis, je vous le dis, ça remonte depuis encore plus longtemps qu'on le croit. Peut-être même avant l'ellipse. Et c'est pour ça qu'Amado avait toujours un coup d'avance. Il avait observé et compris les sentiments de Kawaki pour Naruto. Et donc Amado a pu manipuler facilement Kawaki pour le pousser à réactiver son Kama. Mais les amis, ce qui craint, c'est qu'Amado a sûrement aussi entendu les conversations entre Kawaki, Eida et Daimon. Donc il a entendu à plusieurs reprises l'existence de l'omnipotence. Et c'est comme ça qu'il a compris que sa mémoire avait été falsifiée. Les amis, je le dis et je le redis, ce mec est très dangereux. Il cache des choses derrière son sourire. Amado a besoin de ton Kama dans un but personnel. Il a modifié tes capacités pour que tu ne meurs pas. Mais il n'avait anticipé que l'attaque de Code. En fait, Amado avait limité Kawaki de sorte qu'il puisse vaincre Code. Mais il n'avait pas prévu la naissance des Shinju. Et les amis, je pense avoir trouvé une des raisons pour lesquelles Amado souhaite limiter la puissance de Kawaki. Bon, déjà on sait que le Kama de Kawaki contient les données de la fille d'Amado, Akebi Sanzu. Et son objectif est de la ressusciter. Mais écoutez ce que demande Kawaki au chapitre 75. Laisse-moi te poser une question, Amado. Ta fille qui va ressusciter grâce à mon Kama, est-ce qu'elle risque de devenir une nouvelle Otsuki? Et en fait, si la réponse est oui, et si jamais Amado atteint son objectif de ressusciter sa fille Akebi, Kawaki voudra la tuer, parce qu'il souhaite éradiquer tous les Otsuki. Et donc, Amado a limité sa puissance pour qu'il puisse le contrôler. N'oubliez pas qu'Amado a aussi une phrase secrète pour évanouir Kawaki à tout moment. Je n'ai pas changé d'avis. Les Otsuki sont la source du mal et ils doivent périr. Ils sont responsables de la naissance des Shinju. Les Otsuki doivent disparaître. Toi et moi y compris. Kawaki garde toujours le même objectif. Et encore une fois, il n'a pas tort. Parce que si Jubi est devenu un Shinju humain, c'est à cause du Kama de Code et ses capacités qu'il a hérité d'Ishiki et Shibai Otsutsuki. Donc, en effet, c'est à cause d'eux que la planète se retrouve encore une fois en danger. Mais ce qui est triste, c'est que Kawaki se considère aussi comme une menace. Une menace qui doit être éliminée. Kawaki avait dit dans le chapitre 4, « Je suis un Otsuki chargé de tous les tuer. Mon pouvoir n'existe que dans cet intérêt. Dès que je les aurai tous tués, je disparaîtrai à jamais. » Et tout ça
résume la tragédie de Kawaki Uzumaki, le disciple de Naruto. Certains osent le rabaisser, alors que le pauvre il accepte d'endosser le mauvais rôle de tuer son propre frère Boruto. Parce que oui, Boruto est la plus grande menace qui soit. Momoshiki est trop dangereux. Et vous verrez que l'avenir me donnera raison. Et après ça, Kawaki veut mettre fin à ses jours. Il n'a pas pour objectif d'avoir une belle vie tranquille. Il a totalement renoncé à ça. Il veut juste exterminer les menaces pour permettre à Naruto de vivre paisiblement sans devoir mourir prématurément. Fâchez-vous comme vous voulez, mais moi je kiffe Kawaki. Ça reste mon perso préféré de la nouvelle génération. Même si bien sûr Boruto reste un très bon perso. Je vais m'allier avec toi. Kawaki décide d'aider Boruto dans sa lutte contre les Shinju, étant donné que c'est le problème le plus urgent à régler. Cher hater de Kawaki, mettez du respect sur le disciple Naruto, parce qu'il a fait le meilleur choix à l'instant T. Toutes les décisions qu'il a prises sont logiques et cohérentes. Mais bref, on finit avec un bel échange entre frères. T'as intérêt à pas me retarder. Frérot, toi non plus, imbécile. Et les amis, ça fait plaisir de voir le duo Boruto-Kawaki. Les frères Uzumaki est fils de Naruto Sali. Kawaki le disciple de Naruto le 7e Hokage et Boruto le disciple de Sasuke l'Hokage de l'ombre. Franchement, on est devant une des meilleures relations de shonen de cette génération et un des meilleurs duos de l'histoire. Mais ce qui est tragique, c'est que dans le futur, Kawaki trahira son frère Boruto. Parce que quoi qu'on dise, la menace de Momoshiki n'a pas disparu et ce dernier prépare un plan diabolique. Le futur combat entre Kawaki et Boruto sera un des meilleurs combats des shonen new gen. D'ailleurs, sur ce chapitre, il y a une image qui est un clin d'œil pour le futur combat entre Boruto et Kawaki. Une image qu'on voit aussi dans le flash futur de l'épisode 1. Mais les amis, on en reparle dans la prochaine vidéo qui devrait sortir la semaine prochaine. Mais bref, les amis, encore une fois, pour ceux qui veulent vraiment me soutenir, ceux qui veulent que je sorte beaucoup plus de vidéos, ceux qui veulent que j'ai un bon setup et un bon PC, rejoignez la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. 5€ Genin, 10€ Chunin et c'est déjà énorme. Mais si vous voulez m'aider encore plus et avoir de big avantages, à 25€ Jonin, je fais une vidéo sur un sujet que vous proposez. À 50€ Sannin légendaire, je fais une vidéo sur votre théorie. Et à 100€ les big boss, les Hokage, on va discuter ensemble sur Discord pour peaufiner votre théorie qui apparaîtra en vidéo. Bien sûr, c'est ceux qui veulent et peuvent me soutenir. Et encore une fois, 5 ou 10€ c'est déjà énorme et vous aurez des dédicaces en fin de vidéo. Voilà, je remercie tous ceux qui vont sub à la chaîne. Je remercie encore une fois MyHeritage pour avoir sponsorisé cette vidéo. Donc n'hésitez pas à foncer dans le lien en description pour faire des découvertes sur votre famille. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Hello, Psy, Konkuro.